La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité a plusieurs casquettes. Il est le fondateur de l'Union des droites pour la République, député des Alpes-Maritimes, candidat au municipal à Nice dans un duel fratricide avec Christian Estrosi. Et il est également à l'origine de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. On va évidemment en parler. Bonjour et bienvenue Éric Ciotti. Bonjour, merci de votre invitation. Nous aurions tort d'être faibles, a affirmé Emmanuel Macron sur la menace russe grandissante, tout en précisant qu'on n'enverra pas nos jeunes en Ukraine. Est-ce que le président a raison, Éric Ciotti, d'insister sur cette menace pour prévenir, ou alors pensez-vous que c'est une tentative de diversion, comme le pensent certains? Naturellement, il ne faut pas être faible, jamais dans aucun domaine, et bien sûr au plan international. Mais justement, le président de la République a bâti une nation très faible aujourd'hui. Alors oui, il faut se préparer à toutes les échéances, il faut y faire face, il faut se réarmer militairement, il faut des moyens supplémentaires pour se préparer à toutes les éventualités. Il le faut au plan international, il le faut au plan national aussi. On va en parler. Parce qu'on ne peut pas bander les muscles au plan international et exprimer une telle faiblesse dans notre nation, ce qui nous enlève toute crédibilité internationale. Qui écoute la France aujourd'hui dans le théâtre international? Nous sommes devenus tellement peu crédibles du fait de la politique d'effacement d'Emmanuel Macron. Dans ce théâtre, justement, Éric Ciotti, le président français a tempéré l'optimisme américain pour arriver à la paix en Ukraine, affirmant qu'un seul pays, un seul, ne veut pas la paix, c'est la Russie. Il a tort? Moi, je souhaite que la paix apparaisse dans ce conflit terrifiant qui a fait des centaines de milliers de morts de part et d'autre. Donc je souhaite la paix sincèrement. Qui ne la veut Un pas? des acteurs essentiels de la paix, c'est naturellement les États-Unis. Il y a deux belligérants, l'Ukraine et la Russie, et il y a un acteur qui peut entretenir ou se retirer de ce conflit. Si les États-Unis se retirent, soyons clairs, la Russie avancera sans limite. Donc j'appelle à la raison, j'appelle à la paix, et je m'interroge quelquefois. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut réellement la paix? Ou est-ce que quelque part, le fait que le conflit perdure, cela l'arrange un peu pour d'autres raisons? Vous faites partie de ceux qui estiment que pour masquer les troubles intérieurs, il serait capable d'enclencher... C'est une question légitime. C'est une question légitime. On a l'impression qu'il se complaît quand même dans cette posture, plutôt que d'aller vers des solutions qui prônent et qui établissent la paix, ce que personnellement je souhaite. Parlons de la guerre contre la guerre aussi intérieure contre le narcotrafic. Éric Ciotti, une guerre déclarée alors que l'affaire de la permission de sortie du narcotrafiquant Walid Benfaïza a fait grand bruit, et on a appris que sa mère a été placée en garde à vue pour trafic de stupéfiants. De quoi, selon vous, cette affaire est-elle le révélateur? D'une extraordinaire naïveté de notre système politique, pénal, judiciaire. On marche sur la tête. On a le garde des Sceaux qui fait de la communication pendant des mois en disant qu'il va mettre en place une prison hermétique dont personne sortira, où les personnes incarcérées... C'est la décision d'un juge. C'est la décision d'un juge, mais c'est la faillite d'un système. Mais ça veut bien dire que M. Darmanin ne fait que de la communication, qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit, qu'il n'a pas les moyens de sa communication. Et c'est ce que je reproche à la politique. On parle, mais on n'agit pas. Et aujourd'hui, la principale menace qui pèse sur notre démocratie, avec l'islamisme, pour moi, il y a deux menaces majeures. C'est l'islamisme, on y reviendra peut-être, et c'est le narcotrafic. Le narcotrafic qui monte, c'est peut-être aujourd'hui 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On ne sait pas, on dit 6, sans doute 10. C'est peut-être 200 000 personnes Nantes, qui sont impliquées, Nice. Je dirais presque professionnellement, dans le trafic de drogue. C'est terrifiant. Dans ma ville, il y a eu plus d'une dizaine de morts, de victimes, dont des enfants l'année dernière, dans le quartier des Moulins. C'est terrifiant ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Marseille avec cette pression sur ce jeune qui a été assassiné parce que son frère avait émis une voix contre le narcotrafic. Il faut que la République se dresse contre les narcotrafics. On disait que la République ne cédera pas. C'est pas ce pouvoir faible, oui. Est-ce qu'on a les moyens de ce sursaut? Il faut les avoir. On s'en donne les moyens on s'en donne. Le parquet, on s'en donne absolument pas les moyens aujourd'hui. Il faudrait une guerre sans limite. Il faut un quoi qu'il en coûte sécuritaire. Vous savez, on n'a jamais autant affaibli les filières d'investigation du fait de la réforme de M. Darmanin qui a décapité la police judiciaire. La police judiciaire, c'est l'élite de la police. Ce sont nos meilleurs enquêteurs, peut-être les meilleurs au monde. Ils sont capables
capable de traquer tous les criminels n'importe où. On a décapité la police judiciaire, c'est monsieur Darmanin qui l'a fait, et aujourd'hui on a subi le prix. Donc il faut plus d'enquêteurs, il faut des moyens, y compris financiers, pour recruter des enquêteurs. Donc un état d'urgence sécuritaire. Il faut taper les consommateurs, je l'ai dit à votre micro plusieurs fois. Les grands bourgeois aussi, comme l'a dit Emmanuel Macron. Absolument, les noms des personnes qui ont des amendes doivent être publiés. On doit multiplier par 5 les amendes. On doit mobiliser les services de renseignement pour traquer aussi les pays producteurs, parce qu'il y a des pays producteurs qui doivent être combattus, qu'on doit mettre au banc de la communauté internationale. C'est tout cela qu'il faut faire, reprendre le terrain et le garder. D'ailleurs, c'est le même combat face à l'islamisme qui est prôné, la guerre contre l'islamisme dont les chrétiens sont les premières victimes. C'est ce que révèle une note de la DGSI dans le monde et aussi en Europe et en France. Alors en France, plus singulièrement, Éric Ciotti, la droite sénatoriale a proposé différentes mesures, des mesures qui rejoignent ce qu'a dit Laurent Wauquiez sur sa proposition de loi pour interdire le voile aux mineurs. J'imagine que sur le fond, vous êtes d'accord avec vos anciens amis. Ce sont vos propositions également. J'ai déposé moi-même ces propositions depuis des années. Nous les avions déposées ensemble d'ailleurs, et je crois que là-dessus tout le monde est d'accord, sauf les macronistes, qui s'y sont toujours résolument opposés. Je me rappelle un débat en pleine nuit à l'Assemblée nationale, c'était la loi sur l'école, juste après 2017, où M. Blanquer voulait soutenir un de mes amendements qui interdisait le voile dans les sorties scolaires, et c'est M. Macron lui-même, après 2 heures d'interruption de séance, qui a donné la ligne, c'est-à-dire on ne bouge pas. Et c'est ce qui s'est passé depuis 8 ans. On n'a rien fait de concret. Attendez, ce sont des compromissions face à l'islamisme de la part de la Macronie ? Ce sont des compromissions, bien sûr. Mais ce que je dis à LR, j'ai lu ce rapport qui est intéressant, qui reprend ce qu'on a... Vous avez entendu Jacqueline Eustache-Bregno ce matin sur Europe 1. Qui est courageuse. C'est ce qu'on a toujours dit depuis des années. C'est ce que le RN dit aussi depuis peut-être encore plus longtemps. C'est ce que nous disons ensemble. Mais pourquoi alors LR est aujourd'hui allié à la Macronie, qui est le symbole de cette impuissance sur ce sujet comme sur tant d'autres. Une question aussi, le Éric Ciotti à Paris, ce qu'il dit ce matin, et le Éric Ciotti à Nice par rapport aux mosquées radicales, c'est le même homme ? Naturellement, je crois que vous me connaissez, j'ai toujours veillé à être cohérent sur les idées, je n'ai jamais changé, je suis un homme de droite, je suis un républicain qui veut défendre les principes essentiels de notre nation et combattre cet islamisme qui est dangereux, et je le suis sur tous les territoires de la République. Y compris donc à Nice, où l'élection municipale vraiment à Nice a déjà démarré. Ici même, il y a quelques jours, votre adversaire et actuel maire de Nice, Christian Estrosi, a affirmé qu'il n'était pas macroniste. Il ne sait même pas ce que c'est que le macronisme. Ça fait partie de ces personnalités, on va dire, aux convictions fluctuantes. Bien sûr que M. Estrosi a été le premier des macronistes, j'en parlais encore hier soir avec François Fillon, qui me rappelait la trahison de Christian Estrosi dans sa campagne en 2017. Bon, la mémoire politique s'efface, mais il a même soutenu, avant l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. C'est pas honteux qu'il assume. Et aujourd'hui, quand Emmanuel Macron atteint des proportions abyssales dans les sondages, il ne le connaît plus. C'est pas ma conception. Il est devenu le chat noir, Emmanuel Macron, dont personne ne veut plus se réclamer. C'est pas ma conception de l'honneur en politique. Moi, j'ai toujours combattu le président de la République. Je n'ai jamais voté pour lui. Monsieur Ciotti, vous reconnaissez que vous avez changé de crèmerie entre la droite et le RN. Je n'ai pas changé je ne suis pas au RN. Je préside le dernier parti du général de Gaulle, l'UDR. C'est LR qui a changé. C'est LR qui a rejoint la Macronie. C'est M. Bertrand qui a appelé à voter communiste. C'est M. Wauquiez qui a voulu faire des accords avec LFI aux élections législatives. C'est ce front républicain ridicule. Moi, j'ai voulu une alliance à droite, dans l'indépendance de ma famille politique. Si on m'avait suivi l'année dernière,
Vous pensez que le pays ne se porterait pas mieux aujourd'hui si Jordan Bardella était Premier ministre, si nous étions au gouvernement, s'il y avait dans cette majorité des députés LR qui ne seraient pas compromis, alors que comme ils le sont aujourd'hui avec la Macronie, en tous les cas, vous faites la différence, et avec le Parti Socialiste. Moi, mes convictions, elles sont restées les mêmes. Et vous faites une différence entre certains à droite, en tous les cas, puisque tout le monde, semble-t-il, n'est pas coupable de compromission avec les macronistes, puisque pour M. Lisnard, vous faites une exception et vous le soutenez pour les municipales à Cannes, alors qu'il y aura certainement un candidat RN face à lui. Est-ce cohérent ? Je ne sais pas sur un candidat RN. Ce n'est pas mais en tout cas, David Lisnard siège avec moi au département des Alpes-Maritimes. Il a été mon vice-président. On a une amitié. Il a des propos, je ne les partage pas tous. Et je l'invite d'ailleurs à rejoindre cette alliance. Parce qu'à un moment, il faut mettre ses actes en cohérence avec ses idées. Mais vous le soutenez. Il faut abolir localement. Les frontières. Je le soutiens pour sa candidature à la mairie de Cannes, comme je soutiens le maire d'Antibes, Jean Leonetti, ou le maire de Grasse, Jérôme Viau. On a une majorité départementale qui, là aussi, est ouverte, qui a démontré qu'on pouvait travailler. Il y a des UDR, il y a des divers droites, il y a des UDI, il y a des LR derrière une majorité départementale. Je vous interroge sur David Lisnard parce qu'il y a une gémellité quand même de vos propositions économiques. Et là, nous arrivons également à ce qu'a pointé hier le Premier ministre, et je voudrais que vous y répondiez, Éric Ciotti, Sébastien Lecornu, qui a dénoncé votre, dit-il, double discours pour caresser dans le sens du poil les patrons, probablement si vous ou le RN dîne avec ces grands patrons, tout en adoubant dans la journée à l'Assemblée les 35 milliards d'euros d'impôts supplémentaires du RN. Il s'agit d'une fake news. Alors, je ne vais pas reprendre les propos du président de la République. Non, c'est faux. Sonia Mabrouk, aucun impôt n'a augmenté, aucun. C'est totalement faux. Le RN, moi, personnellement, l'UDR, les députés de mon groupe n'ont voté aucune augmentation d'impôts. Monsieur Lecornu nous dit, vous n'avez pas déposé vos amendements. La belle fable. Le budget n'est pas allé au bout, il n'y a pas le volet dépenses. Donc nous avons 120 milliards de réduction de dépenses. Mais pour déposer des amendements, encore faut-il qu'il y ait un débat. Quant au RN, je le dis très clairement, c'est un mensonge absolu. Le RN a défendu 52 milliards de baisse d'impôts et 50 milliards de baisse des dépenses qu'on n'a pas eu le temps encore d'examiner. Sur les multinationales, il y a des impôts supplémentaires. Vous n'êtes pas d'accord ? Sur les non, ce ne sont pas, là aussi, arrêtons les contre-vérités. Parce ce n'est pas une augmentation, c'est une diminution. Vous les diffusez vous-même, participant à cette politique qui est sur une les politique de désinformation. Alors. Sur les multinationales, de quoi s'agit-il ? Il s'agit quelque part d'une fraude fiscale, d'une optimisation. Les entreprises françaises, pas la même chose, les petites entreprises françaises ne sont pas soumis à la même fiscalité. De quoi parlons-nous ? De multinationales qui ont un chiffre d'affaires en France, qui travaillent en France et qui vont payer leurs impôts à Dublin, en Irlande, pour ne pas les payer en France. Et donc, nous perdons 26 milliards. La question n'est pas la légitimité d'une augmentation d'impôts. Est-ce qu'il y a eu des impôts en plus pour les multinationales ? C'est pas une augmentation d'impôts pour les... Vous ne souhaitez pas que Facebook ou Amazon ou McDonald's payent les impôts en France plutôt qu'à Dublin? J'interroge au final s'il y a une augmentation. Je pense que c'est préférable. Est-elle légitime? Ils ont des recettes en France, il est normal, comme les petites entreprises françaises, parce qu'elles ne sont pas soumises à la même fiscalité, compte tenu de certains accords fiscaux. Alors, c'est un appel au débat, cet amendement. Notamment, il faut que ces mesures, elles soient partagées par toute l'Union européenne. Mais je crois que c'est sain. On perd aujourd'hui beaucoup de recettes qui pourraient être gagnées en France. Donc, M. Lecornu, hier, a menti sciemment. Devant la représentation nationale. Et M. Lecornu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un théâtre d'ombre à l'Assemblée nationale. Tout se joue dans les coulisses. C'est M. Olivier Faure qui décide le budget. C'est M. Hollande qui donne les commandes. C'est aujourd'hui ce gouvernement ne dirige rien. C'est le Parti socialiste qui dirige, vous le verrez. Il n'y aura pas de budget voté. Et au final, il y aura une négociation en janvier avec le Parti socialiste. C'est ça qui se joue en coulisses, c'est ça que je veux dénoncer et c'est ça qui est contraire à l'intérêt du pays. Le RN, quand ils font un amendement pour diminuer la TVA, on baisse les impôts. Quand nous protégeons les retraités de l'augmentation de 10%,
on protège le pouvoir d'achat. Bien. Quand on demande la baisse de 5 milliards... Sur la même ligne économique quand que on le baisse RN, de 5 milliards d'euros la taxe sur les salaires, qui est une taxe stupide pour les entreprises, qui la remet? Permettez. C'est monsieur Je voudrais vous poser la question sur une autre... Non, mais c'est un sujet essentiel parce qu'il y a eu tellement de mensonges là-dessus. Écoutez, il faut remettre, je dirais, l'église au cœur du village. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public a donc démarré hier ses travaux. Vous en êtes l'instigateur. C'est assez inédit. C'est une 50aine d'auditions qui sont programmées. 13 semaines. Vous avez cité il y a quelques instants François Hollande. Il sera parmi les personnes auditionnées. Il y aura des producteurs influents. Il y aura des journalistes comme Léa Salamé, Patrick Cohen, Thomas Legrand. Hier, c'était le patron de l'Arcom. Tout d'abord, qu'est-ce que vous espérez savoir, qu'est-ce que vous comptez savoir que vous ne sachiez déjà? D'abord, nous voulons savoir comment utiliser l'argent public. L'audiovisuel public, aujourd'hui, c'est 4 milliards d'euros de budget. C'est considérable au moment où on recherche des économies. Et on voit bien, et l'affaire Cohen-Legrand, où on a quand même assisté de façon sidérante à la collusion entre deux grands éditorialistes du service public avec des membres du Parti socialiste pour par ailleurs attaquer la ministre de la Culture, de façon, je dirais, en dehors des règles du jeu démocratique, de façon biaisée. Cette affaire, elle a révélé quoi? Qu'il y avait des influences politiques dans l'audiovisuel public et que donc l'argent public qui doit conduire à la neutralité, s'il y a un lieu où la neutralité doit s'affirmer, c'est bien le service public, parce que tous les Français qui payent, moi je suis contribuable et j'ai pas envie que quand j'ouvre ma chaîne de télé publique ou que j'écoute une radio publique, ce qui naturellement m'arrive, eh bien j'ai de la propagande du Parti socialiste. Mais est-ce que vos conclusions... et que j'ai des commentateurs sous influence du Parti socialiste avec mes impôts. Est-ce que vos conclusions sont déjà écrites à l'avance, comme vous le reprochent certains, beaucoup à gauche? Absolument pas. Ça sera, c'est Charles Aloncle qui est le rapporteur pour notre groupe de cette commission. Ils feront un travail rigoureux, sérieux. On ira au bout des choses et on fera la vérité sur les influences cachées qui peuvent ou pas exister sur le service public. Mais vous savez, il y a des chaînes privées, mais elles sont financées par leurs actionnaires. Et finalement, c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand il y a de l'impôt qui finance... Liberté avec évidemment respect du temps de parole et des règles de chacun. Moi, de l'Arcom. Qu'il y ait des chaînes qui expriment des opinions à gauche, pourquoi pas? Mais ça fait partie d'une démocratie. Mais monsieur Ciotti, nous sommes dans un moment paroxystique. Mais avec mon argent public, j'ai pas envie de faire la propagande de LFI. Il y a une plainte qui a été déposée contre ce groupe en particulier. CNews, Europe 1, le JDD parle l'audiovisuel public pour dénigrement. Dans le même temps, demain soir, puisqu'il vous arrive d'ouvrir la télévision publique, peut-être regarderez-vous le complément d'enquête qui est consacré en grande partie à cette chaîne. D'ailleurs, je crois même que vous avez été sollicité pour participer et vous asseoir dans le fameux fauteuil rouge. Que pensez-vous de ce moment qui est vécu là, de cette comment vous la qualifiez, échange? Je ne veux pas le qualifier entre les groupes privés et publics. Je trouve que cette attaque est scandaleuse. Là encore, ce n'est pas la vocation de l'argent public. C'est une forme de détournement d'argent public. Madame Ernotte n'a pas le droit de jouer avec l'argent public des Français. Elle joue avec l'argent public. La ministre de la Culture lui a rappelé. Mon groupe a posé une question la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Rachida Dati a très clairement indiqué qu'elle n'était pas informée de cette plainte et que donc elle n'en avait pas donné l'autorisation. Comment, dans le secret d'une alcôve présidentielle d'une chaîne publique de télé, on décide avec l'argent des Français de déposer une plainte idéologique contre une chaîne qui a un immense succès. Plainte idéologique, dites-vous? C'est une plainte idéologique. Quand Madame Ernotte attaque CNews, attaque Europe 1, c'est idéologique, mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas une élue. Qu'un élu vous attaque ce qui est dit par des éditorialistes de CNews, c'est la démocratie. Mais quelqu'un qui a un mandat public, payé par de l'argent public, prenne cette position, c'est tout simplement scandaleux et révoltant. Nous verrons quel sera l'avis de l'invité ce soir de l'émission Face à la France, puisqu'avec Laurence Ferrari, j'ai le plaisir de lancer une nouvelle émission politique dont le premier invité sera Gabriel Attal. Nous verrons s'il est sur votre ligne au sujet de l'audiovisuel public. Vous serez également notre invité dans les prochaines semaines. Peut-être pour terminer, une question adressée à M. Gabriel Attal ce soir. Où place-t-il la reconnaissance dans la hiérarchie de ses valeurs ?
je pense, à sa relation avec Emmanuel Macron. Eh bien, bon entendeur. Merci, Monsieur Sotis. C'était votre grande interview et à bientôt. Merci.